Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce lab de Workplace Magazine. Je suis ravi de vous retrouver pour un peu plus d'une heure de débat. Ce matin, on s'intéresse à la question de la santé des télétravailleurs. Selon une récente étude de Malakoff Humanis, plus de 80% des salariés estiment aujourd'hui que le travail à domicile contribue à améliorer leur bien-être et leur santé, autant mentale que physique. Et pourtant, l'expérience de ces derniers mois a montré que le télétravail pouvait aussi accentuer certains risques et même en créer de nouveaux. Troubles musculo-squelettiques, perte de repères, isolement, risques psychosociaux. Comment les entreprises répondent-elles aujourd'hui à leurs obligations de santé lorsque les salariés travaillent depuis chez eux ? Où commence et où s'arrête la responsabilité des employeurs ? Et puis, quel rôle pour les managers ? On en débat dans un instant avec nos 4 invités. Autour de la table avec nous ce matin, Latifa Akou, bonjour, vous êtes présidente de l'ARCEG, l'association des responsables et directeurs de l'environnement de travail. Vous êtes également directrice de l'environnement de travail du groupe pharmaceutique Ipsen. À vos côtés, Christophe Nguyen, psychologue, président d'Empreinte Humaine, un cabinet spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux et dans la santé au travail. Vous venez notamment de publier un livre intitulé « Santé psychologique au travail et Covid-19 ». Élodie Puissant, bonjour. Vous êtes avocate, associée au cabinet Colin Gaudy Puissant et votre éclairage nous sera précieux sans nul doute ce matin. Enfin, à mes côtés, Maxime Baffer, fondateur de Bluedigo, qui a notamment lancé une solution pour aider les entreprises à équiper leurs salariés à domicile. Sachez que cette émission est interactive, vous pourrez poser vos questions en direct à nos 4 invités. Voilà, alors avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on parle de santé, j'aurais souhaité qu'on essaye un petit peu de prendre la température du monde du travail aujourd'hui. Christophe Nguyen, vous venez de publier, enfin votre cabinet vient de publier le 9e baromètre de la santé psychologique des salariés. Alors moi j'ai vu quelques chiffres passer, je dois dire que c'est pas forcément très enthousiasmant. Dites-nous un peu ce que révèle cet indicateur. Alors, on a effectivement réalisé tout au long de cette crise sanitaire un certain nombre de baromètres sur la base d'échantillons représentatifs de salariés français et avec des indicateurs donc scientifiques qu'on croise avec un certain nombre d'autres facteurs. Et ce qu'on a pu voir quand même après 2 ans de crise sanitaire, c'est qu'effectivement la santé psychologique des salariés est fortement dégradée et reste dégradée malgré la levée d'un certain nombre de contraintes sanitaires. Et bien sûr, on a réalisé ça juste avant la crise au niveau de l'Ukraine. Ce qu'on peut dire, c'est que y a des populations qui sont plus exposées que d'autres, et c'est assez, j'ai envie de dire, systématique au bout de 9 baromètres, notamment pour les femmes, on pourra en parler, les jeunes, notamment de moins de 29 ans, et les managers. Et on voit également qu'il y a, par rapport aux télétravailleurs, de nombreux débats, ce que vous expliquez, qui sont plus exposés à un certain nombre aussi de contraintes, et en particulier autour du burn-out. Il y a quelques points de plus, c'est assez significatif, de télétravailleurs en situation de burn-out. Vous dites 36%, 36%. Ouais. Ce chiffre-là, il impressionne quand même. Oui, tout à fait. Alors on pourra discuter de pourquoi, en tant que tel. Et je pense que par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il peut y avoir un paradoxe, et voir c'est un casse-tête pour les managers de devoir gérer ceux qui ne supportent pas le télétravail, ceux qui ne le supportent plus, ceux qui l'aiment mais qui finalement se mettent en risque, et ceux pour qui tout va bien et que c'est un bonheur, d'une certaine façon. Et il y a une grande réalité différente, tout dépend effectivement des conditions matérielles, tout dépend aussi du boulot qu'on a, du management qu'on a. Bref, c'est pas le télétravail qui est un risque en lui-même, comme le travail n'est pas forcément un risque, mais les conditions et les mauvaises conditions de télétravail qui sont un risque pour la santé psychologique. Effectivement, c'est le paradoxe que je soulignais. Si je prends les chiffres récents diffusés par Malakoff Humanis dans une enquête de février, on voit qu'il y a quasiment un plébiscite pour le télétravail de la part des salariés. 88% pensent que ça aide à améliorer leur qualité de vie générale, 85% leur santé physique, voilà. Et pourtant, quand on regarde de plus près, la situation est beaucoup plus paradoxale qu'il n'y paraît. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut faire une différence entre satisfaction et santé.
Je peux très bien être satisfait d'une situation, mais c'est néfaste pour ma santé. J'adore fumer, j'aime pas trop faire de sport, et pourtant j'ai une santé dégradée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence, et qu'il y a toujours un plébiscite, et il y aura toujours un plébiscite pour faire du télétravail. Maintenant, c'est la façon de s'y prendre. Hein. Quand vous avez un télétravail imposé, et qui vous empêche de bien travailler, effectivement, c'est pas la même chose que si vous avez le choix, et que vous avez une équipe, et un collectif qui s'organise autour de ça. Et je crois que c'est surtout autour de ça qu'il faut regarder. Hein. Au-delà de la satisfaction, il ne faut pas se dire que si les gens veulent, c'est que finalement tout va bien et que quelque part il n'y a pas de risque à prévenir. On va revenir plus tard un peu plus en détail sur ces questions-là, mais peut-être une réaction déjà sur ce premier baromètre, finalement une santé sociale qui n'est pas forcément au beau fixe, hein, pour employer un euphémisme. Élodie Puissant, vous qui avez un point de vue particulier sur le monde du travail depuis votre poste d'avocate, est-ce que ces chiffres-là vous surprennent, ou est-ce que vous sentez aussi, jusque dans votre activité, finalement cette sorte de fébrilité sur le plan de la santé? Non, je rejoins complètement ces conclusions et ces observations, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est qu'en effet, les salariés ont tendance à vouloir le télétravail pour mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle. C'est quand même quelque chose qui revient très régulièrement. Mais pour autant, moi, j'ai des retours concrets après 2 ans de Covid, en l'occurrence, et des gens qui ont été contraints aussi à être en 100% télétravail, sur les limites de ce système, sur le manque d'accompagnement, sur le fait, je vais parler notamment des réunionites, que moi j'entends, c'est un mot qui revient très régulièrement. C'est-à-dire que par une volonté finalement des entreprises de vouloir un petit peu quand même continuer d'avoir pas ce contrôle, mais en tout cas un vrai lien de subordination vis-à-vis du collaborateur, à un peu trop vouloir superviser, et donc avec ce sentiment d'être un peu observé tout le temps et de ne pas être libre finalement d'organiser son activité comme on était par le passé. Donc ça rejoint totalement en l'occurrence ce qui vient d'être dit, et sur cette ambivalence entre oui j'ai envie, mais en même temps c'est un peu insupportable au quotidien. Latifa Akou, votre réaction sur ces chiffres, ce sont des paradoxes, des contrastes que vous retrouvez aussi, vous, depuis à la fois votre poste de présidente de l'ARCEG et puis votre activité professionnelle? Je dirais, au-delà de ce constat, c'est-à-dire de bien faire la différence entre la satisfaction et la réalité des conditions de travail, je dirais qu'il y a aussi la majorité, puisque vous avez quand même donné un chiffre qui est majoritaire, et puis il ne faut pas mettre à l'écart la minorité. Et d'une part. D'autre part, il ne faut pas généraliser aussi ce sujet à certaines entreprises, parce qu'on sait très très bien que le télétravail a été généralisé sur le territoire national, mais ça dépend de l'activité. Hein. Tout le monde ne peut pas faire du télétravail, donc ça c'est important juste de le préciser. Il y a aussi des chefs d'entreprise qui ne souhaitent pas faire du télétravail, et dès le premier déconfinement, on demandait à leurs collaborateurs de ne pas faire de télétravail. Donc ça, il faut en tenir compte. Pour venir sur le gap entre la satisfaction et puis la réalité, oui, parce qu'on a vu pendant les différents confinements qu'on a dû faire revenir dans nos propres entreprises des personnes qui étaient en situation de risque, ouais, et qui avaient, parce qu'ils avaient soit des enfants, soit ils étaient isolés, soit ils n'avaient pas l'espace suffisant, on parlait des jeunes gens, pour pouvoir faire du télétravail, et qu'on faisait revenir de façon confidentielle pour pouvoir travailler dans des conditions optimales. Ouais, on a vu finalement qu'on pensait que le mercredi, les employeurs pensaient que le mercredi serait le jour le plus télétravaillé, mais en réalité non. C'est pas si évident que ça. J'en ai la preuve chez Ipsen. Alors on va revenir un peu plus tard dans cette émission sur ces différents sujets, bien sûr. Mais avant, lorsqu'on parle de télétravail, il y a un passage obligé qui est quand même la question juridique, parce que c'est aussi l'une des grandes nouveautés quand même, l'une des grandes nouveautés, peut-être pas aussi nouvelle que ça, mais finalement, on a vu suite à cette crise, les partenaires sociaux produire un texte, un accord national interprofessionnel de novembre 2020, qui ne remplace pas d'ailleurs celui de 2005, mais qui sans doute pour la première fois vient donner un petit peu des éléments
positif vis-à-vis des problématiques de santé, de prévention de la santé dans le cadre du télétravail. Élodie Puissant, vous pouvez en quelques mots, évidemment on ne va pas faire l'historique, mais en quelques mots dire en quoi ce texte aujourd'hui est quand même un cadre fondateur pour les entreprises dans le cadre de leur activité de régulation du télétravail. Oui, tout à fait. Alors, en effet, c'est pas nouveau quand même. C'est-à-dire que le télétravail est, on va dire, normé depuis 2005 maintenant. Donc, c'est vraiment le premier grand texte, premier ANI, qui était intervenu. Donc, ça fait quand même un petit moment que ça existe. Néanmoins, il y a en effet eu une bascule. C'est-à-dire que quand on reprend le premier texte, qu'on est un petit peu curieux, donc sans faire le détail du dispositif, vous aviez un article consacré à la sécurité au travail. Il y avait un article en 2005. Et en l'occurrence, il y a eu cette prise de conscience en effet progressive de la nécessité de quand même le normer un peu plus. Et donc, en l'occurrence, cet accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui est intervenu et qui met un certain nombre d'obligations en fait à la charge de l'employeur, qui est un peu un socle minimal, j'ai envie de dire. Mais attention quand même, c'est-à-dire que c'est un socle minimal, mais on invite toujours, il faut comprendre comment c'est structuré, c'est que c'est un accord national interprofessionnel qui cadre les choses, mais on invite en fait les entreprises à en interne négocier au mieux, justement en fonction des besoins qui leur sont propres, le cadre juridique. Mais par exemple, vous avez quelque chose qui est maintenant bien ancré et obligatoire, c'est le fait de faire un entretien annuel sur la conciliation, sur la charge de travail vis-à-vis du télétravail. Vous avez également tout ce qui est le droit à la déconnexion qui est réaffirmé. Vous avez également le fait de devoir fixer des plages horaires dans lesquelles on peut vous joindre ou pas. Donc ça, c'est vraiment le strict minimum. Donc on voit des obligations positives, mais il faut comprendre que ça reste quand même timide, j'ai envie de dire. C'est bien qu'il y ait ce premier grand texte qui a été repris. D'ailleurs, il y a un certain nombre de dispositions qui sont reprises dans le Code du travail même. Mais ça reste toujours quand même une invitation à décliner au niveau local, au niveau des entreprises, parce que chaque entreprise a sa spécificité, en l'occurrence, pour vraiment avoir son mode de fonctionnement. Et ça rejoint d'ailleurs le mode, pour élargir un peu, le mode plus global aujourd'hui de fonctionnement du monde du travail. Tout qui est normé, de plus en plus, on essaye de recentrer au niveau de l'entreprise pour coller à une réalité plutôt qu'à quelque chose d'abstrait que le législateur fait dans son coin au niveau de l'Assemblée nationale. Alors si je prends l'évolution des accords, puisque l'ANI incite les entreprises à signer des accords ou des chartes, 1980 accords signés en 2020, 2720 en 2021. Donc on voit les entreprises accélèrent, ou en tout cas encadrent, formalisent la question du télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, la dimension santé, la dimension prévention est correctement traitée par ces accords, pris en compte ? Alors je dirais qu'il ne faut pas avoir une réponse tranchée, c'est-à-dire que ça va dépendre des accords. Il y a un rapport qui a été publié par l'ANAC là, en novembre 2020 qui est assez intéressant sur novembre 2021, pardon, sur justement une analyse de tous les accords télétravail qu'il y a pu avoir. Donc ça c'est assez intéressant et on voit qu'il distingue 4 types d'accords avec des accords en réalité plus ou moins coercitif et plus ou moins ouvert au télétravail. Donc j'ai envie de dire que quand on est dans une catégorie d'un accord qui ouvre très largement les vannes du télétravail et qui en réalité est en train de revoir son organisation du travail, c'est-à-dire de vraiment repenser complètement la manière de fonctionner jusqu'à présent, là on trouve quelques articles sur justement la question de la prévention et de la santé au travail. On en trouve quelques-uns. Ça reste quand même plutôt l'affirmation de grands principes. Par exemple, je vais reprendre le droit à la déconnexion, c'est bien de le dire. C'est bien. On est tous d'accord, je pense, pour dire oui, le droit à la déconnexion. Mais ça manque de praticité, c'est-à-dire que les accords, aujourd'hui, manquent de guides pratiques, peut-être par manque de retour d'expérience aujourd'hui, mais sur comment, en pratique, on le met en place. Donc ça, c'est sur le type d'accord, vraiment, qui ouvre les vannes très largement sur le télétravail. Mais par contre, quand on revient sur les premiers, et qui sont quand même très largement majoritaires, si vous regardez cette étude, elle est vraiment très intéressante, les tout premiers, qui sont encore timides, c'est-à-dire que c'est un peu les accords classiques qu'on connaissait avant, mais qu'on a démultipliés parce qu'on en a eu besoin, qui sont de dire quel type de travailleurs sont éligibles au télétravail, comment on organise, c'est le mardi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, c'est des choses très pratiques, mais on n'est pas du tout sur le volet comment on aménage l'espace privé, comment on le met en place pour que ça fonctionne bien. Oui. Alors ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit, on va dire, dans nos accompagnements, c'est que les entreprises ont plutôt négocié autour d'un nombre de jours de télétravail, généralement en augmentation par rapport à ce qu'il y avait déjà un accord. Et effectivement, sur la partie prévention des risques psychosociaux et même en amont le plus possible, en intégrant cette dimension dans l'organisation même du travail, on est quand même sur une petite minorité d'entreprises qui ont mis en place, en tout cas au regard des salariés, c'est même pas 20% pour eux de leurs entreprises qui ont mis en place des actions concrètes autour de ces sujets.
Le télétravail, c'est vrai que ça a bousculé. On a vu, et beaucoup d'entreprises ont vu, et même le gouvernement a vu les effets psychologiques d'un télétravail imposé avec des gens qui étaient particulièrement en détresse. On se rappelle aussi des mesures sanitaires qui étaient d'abord du 100% télétravail lors du premier confinement, qui ensuite, au regard des dégâts psychologiques, on dit on va lâcher un peu la bride et on va mettre un jour finalement possibilité de revenir dans les locaux. Et puis après, on est passé à 2 à 3 jours, d'une certaine façon, lors les dernières mesures. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de la prévention. Ça marche quand effectivement c'est intégré et qu'il y a une culture qui est déjà présente. Et les entreprises qui avaient déjà ces réflexes ont aussi quelque part réfléchi la mise en place du télétravail, non pas avec un nombre de jours qui correspond à des desiderata individuels ou des possibilités avec des quotas, mais en fonction de l'efficacité de ce télétravail, qui concilie l'efficacité durable, donc qui concilie aussi le besoin de la question de la santé psychologique notamment, et de l'engagement, du maintien du lien social, de la question de l'animation et de l'incarnation, j'ai envie de dire vraiment concrète, du droit à la déconnexion, qui n'est pas juste une incantation pieuse en disant vous n'êtes pas obligé de dire ce mail si je vous l'envoie après les heures de travail, par exemple. On l'a tous vu ça. Il y a la question de l'exemplarité du management, il y a la question de la gouvernance de ces sujets, comment le top management anime ça, et c'est pas juste en demandant aux gens de prendre soin d'eux et de faire attention. Ça marche pas. Surtout pas en télétravail où les gens sont plutôt isolés, où il y a un individualisme, c'est un héritage de cette crise aussi, un recentrage des gens sur leurs propres intérêts, leurs propres avantages par rapport à ça. Et et on l'a vu lors des retours dans les locaux, beaucoup de managers se sont arrachés les cheveux à essayer de faire revenir des gens dans les locaux alors qu'ils ne voulaient pas. Et il y a toute une dimension, et on verra, qui est aussi le double effet qui se coule, qui va être le big quit. Et on a 40% des salariés qui disent vouloir partir de leur entreprise après à la fin de cette crise. Et je crois que ça dit quelque chose aussi du rapport au travail plus largement. Et le télétravail a favorisé aussi une réflexion de fond sur la place du travail, peut-être qu'on en parlera, mais aussi vis-à-vis de la façon dont on a été traité par son entreprise. Bien sûr. Et là, il y a un nouveau contrat moral, psychologique, qui n'est pas que contractuel, qui se joue, et il va falloir, qui ne s'écrit pas celui-là, qui se parle, qui se dialogue. Et il va falloir beaucoup écouter les salariés quant à leurs nouvelles attentes. C'est vrai que là, on attaque le sujet aussi par la dimension juridique, parce que c'est quand même un point extrêmement important, mais c'est vrai que c'est aussi un enjeu pour les entreprises d'attractivité. Et à un moment, effectivement, tout ne se règle pas par la loi ou par les textes. Alors, justement, Latifa Akou, chez Ipsen, un accord a été signé, il y avait déjà un accord, vous l'avez étendu, comment ça s'est passé ? On avait un accord d'un jour par semaine de télétravail, qui est passé à 2 jours de télétravail. Donc, qui s'applique en fonction des collaborateurs et puis bien évidemment en coordination avec le manager concerné. Bon, j'imagine que chez Ipsen, la question de la santé, quand on est un groupe pharmaceutique, est au cœur des préoccupations. Voilà, donc la santé, la qualité de vie au travail et puis les conditions de travail, en tout cas un véritable sujet. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe à l'instant, le sujet du sens, le travail, c'est-à-dire que cette pandémie a fait prendre conscience aux salariés que le travail, il fallait donner du sens à son travail et pas simplement je travaille pour travailler, mais aussi qu'est-ce que m'apporte le travail, qu'est-ce que m'apporte mon entreprise, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise. Et il y a quelque chose qui a été aussi découvert, c'est qu'on s'est rendu compte, parce qu'on se dit c'est formidable, là au bout de 24 mois de pandémie, les entreprises les collaborateurs ont été performants et productifs, donc le télétravail a été positif. Et en fait, individuellement, les collaborateurs ont été performants individuellement, mais pas de façon collective. Et on a perdu ce côté collectif, même si beaucoup d'entreprises ont fait ce qu'elles pouvaient faire avec les moyens qu'elles avaient, avec, on va dire, un trou dans la raquette au niveau juridique. Je pense que tout le monde a fait ce qu'il pouvait. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on constate. Donc il y a des choses qui ont été très positives et d'autres qui posent question, et notamment ce sujet du sens, du sujet des conditions de travail, mais aussi de la performance collective.
Alors, vous évoquez la question de finalement comment les salariés perçoivent l'attention que l'entreprise a apportée à eux pendant notamment le confinement. Hein. Il n'y avait pas seulement une dimension matérielle, mais aussi une dimension symbolique. Maxime Baffert, j'imagine que ça, c'est aussi une motivation pour vos clients de venir vous voir pour trouver des solutions pour apporter du matériel, des sièges ergonomiques, des doubles écrans. Il n'y a pas que seulement la volonté de répondre à une vraie problématique économique, mais aussi cette volonté-là de montrer que l'entreprise s'occupe du salarié, prend soin, c'est un terme très à la mode, prend soin du salarié au sein de son domicile. Oui, clairement. Alors d'abord peut-être pour démarrer, ce que je voudrais dire, c'est que la dimension de télétravail, il y a un vrai sujet de santé physique en fait. Il y a une étude de Santé publique France qui est sortie en décembre 2020 qui mesurait en fait l'impact du confinement et qui a montré une explosion des problèmes de dos, des problèmes de lombalgie parce que on travaillait sur son canapé, sur un tabouret de cuisine, etc. Donc il y a un vrai sujet déjà de santé au travail, santé en télétravail. Ensuite, c'est vrai que le package télétravail plus globalement devient un élément important de l'attractivité et puis de la façon dont l'entreprise, une nouvelle façon de relation de l'entreprise avec ses collaborateurs. Alors, on va revenir sur cette question d'équipement et le niveau d'équipement. C'est un grand sujet. Quel est le niveau d'équipement des Français? Les sondages disent un peu tout et son contraire. Mais avant, je voudrais, avec Élodie Puissant, revenir sur un sujet qui est peut-être sans doute encore une zone grise aujourd'hui en matière de télétravail. C'est le statut du domicile. Est-ce que le domicile est un lieu de travail? C'est une bonne question. Alors, si on prend la notion de travail, à partir du moment où, en effet, on effectue son activité à son domicile, oui, c'est un lieu de travail. Sauf que là, il y a un gros problème, c'est qu'il y a toute une partie réglementaire assez imbuvable, il faut le reconnaître, dans le Code du travail sur, en l'occurrence, l'aménagement. Mais est-ce que ça a du sens de parler d'une sortie de secours, d'un aménagement de tel escalier avec une rampe pour pouvoir monter? Enfin, parce que précisément, on parle d'un domicile privé. Et je rejoins ce que disait Latifa sur le trou dans la raquette, c'est que si on fait une application strictement juridique, oui, à partir du moment où vous effectuez votre activité professionnelle à votre domicile, c'est un lieu de travail. Néanmoins, c'est là où on n'arrive pas au bout de la logique, puisque si on affirme cela, en théorie, on est censé appliquer toute la partie réglementaire du Code du travail, et donc avec toutes les contraintes qu'il y a. Sauf que comment on fait? On ne va pas demander à un salarié de prendre en charge l'aménagement de tout son domicile, ou ne serait-ce que même de son bureau, pour répondre aux normes qui sont visées par le Code du travail, petit 1. Et petit 2, mais je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, comment on accepte, à un moment donné, que l'employeur puisse pénétrer le domicile privé pour, en l'occurrence, permettre que, au moins sur la partie dédiée à l'activité professionnelle, justement, ce soit sécurisé et sans danger pour le collaborateur. Donc c'est très difficile et c'est vrai que les accords, pour le coup, sont assez fluctuants sur ce sujet et on sent en fait un profond malaise, c'est-à-dire qu'on a du mal à concilier tout simplement la notion de vie privée, qui est quand même la protection de la vie privée en droit du travail, c'est, on va dire, la ligne rouge que les entreprises savent qu'il ne faut pas franchir, et d'un autre côté, l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est là et qui s'applique pleinement aux télétravailleurs, on y reviendra, mais c'est un vrai sujet sur cette obligation de sécurité, c'est comment, en tant qu'employeur, je peux la mettre en œuvre, respecter, tout en respectant le domicile privé de mes collaborateurs. Alors j'ai une question par rapport à ça. On est dans une logique, si on est dans une logique d'obligation de moyens renforcés, oui. C'est-à-dire que l'employeur fasse tout à son niveau pour finalement responsabiliser le collaborateur quant à l'application des mesures ou des préconisations qui sont faites par l'employeur, est-ce qu'on ne peut pas dire, on recommande d'avoir un espace pour s'isoler, par exemple, 2, que vous travaillez en toute sécurité, c'est-à-dire donner un peu les règles de bonne conduite d'une certaine façon. Et sur la partie des risques psychosociaux, où là on est encore plus sur, j'ai envie de dire, parfois des comportements individuels, même si ça s'ancre dans une culture, c'est effectivement de recommander un certain nombre d'actions et finalement former les collaborateurs, les informer régulièrement tout au long finalement de leur vie professionnelle, afin effectivement de rappeler les bonnes pratiques. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment un indicateur, c'est l'une des pistes qu'il faut envisager et c'est le système justement de la recommandation, des préconisations, de la communication de l'employeur, le dialogue, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très important. Néanmoins, pour le coup c'est vraiment l'avocate qui parle, l'obligation de sécurité, elle a été construite, ça fait longtemps qu'elle existe, et ce n'est pas,
c'est vraiment des obligations positives. Et je ne suis pas certaine que s'il y a des choses qui se passent dans le domicile parce que on n'avait pas pensé, tout simplement, et donc qu'il y a malheureusement un accident qui survient ou quelque chose comme ça, l'employeur puisse se dédouaner de sa responsabilité en disant regardez, j'ai fait une communiqué, toutes les semaines je lui disais de faire ça, etc. Le problème, c'est à quel niveau, jusqu'où on place. Alors, c'est une obligation de moyens renforcée, on n'est plus sur l'obligation de résultat auparavant. Donc ça, c'est vrai que ça peut un peu soulager les entreprises. Voilà, exactement. Néanmoins, je m'interroge vraiment à titre plus personnel sur la réalité, sur le plan plus contentieux quand même, parce qu'on y viendra à un moment donné, de l'employeur de pouvoir se dégager de cette obligation de sécurité, dire en tout cas, j'ai tout fait. Bien sûr. Juste sur la base de recommandations. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème, et je n'ai pas la solution miracle, mais sur le fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui contrôler, entre guillemets, pour de vrai, l'espace où ils travaillent. Il y a certains accords qui conditionnent. Il y a certains accords qui font des audits du système électrique. Justement, c'est un point intéressant que vous soulevez, c'est effectivement peu d'entreprises font le choix d'aller contrôler le salarié de leur domicile, a priori, ou alors que bon, il y a certains cabinets de contrôle proposent des prestations dans ce domaine. Beaucoup se tournent vers l'auto-attestation. Voilà, je crois que chez Ipsen, c'est absolument le cas. C'est le cas. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vaut une attestation devant les tribunaux ? Non mais bon, on verra. J'entends, mais je comprends la logique. Et voilà, encore une fois, quand on a en tête la protection du domicile et la protection de la vie privée, je l'entends. Néanmoins, juridiquement, ça vaut quoi une attestation ? Juridiquement, on peut reprendre historiquement. J'ai réfléchi, j'ai essayé en vue de cette émission de me dire quel est le parallèle que je pourrais faire. Je vais prendre le contentieux des heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires qui ne sont pas payées par des collaborateurs. Et il y avait des employeurs un peu malins qui faisaient signer des bulletins de salaire. Vous savez, quand vous avez votre bulletin de salaire, qui faisaient signer, donc quand on le remettait, pour dire pour validation. Parce que sur le bulletin de salaire ne figuraient pas les heures supplémentaires. Histoire de se dire, tiens, je sais qu'il en a fait, mais en cas de contentieux, j'ai la preuve magique, il a signé. Et la jurisprudence, elle est très claire, vous pouvez aller constante en la matière. L'acceptation sans réserve d'un bulletin de salaire ne prive pas du tout le salarié derrière de pouvoir réclamer des heures supplémentaires et de faire valoir ses droits. C'est exactement la même chose sur l'attestation. Une attestation, et d'autant plus dans une réalité qui est ce qu'on disait, je veux du télétravail. Donc je suis prêt à signer n'importe quoi pour l'avoir, quand bien même j'ai un studio de 10 mètres carrés sous les toits ou voilà. Je sais pas, honnêtement je suis assez dubitative sur l'effectif. À l'inverse, on demande aux salariés qui sont en forfait jour avec leur manager de cocher une case, est-ce que mon équilibre des vies est satisfaisante ou pas ? On est d'accord que c'est pas suffisant. Non. Bon. Par contre, c'est une obligation légale. Donc à l'inverse, même quand on les respecte, on n'est pas forcément complètement compliance, on va dire. Est-ce que, pour avancer sur ça, on ne peut pas, effectivement, par le dialogue réel, pas une fois par an, j'ai envie de dire, par la proximité, effectivement, travailler avec les collaborateurs sur leurs conditions de travail chez eux, comme on peut le faire d'ailleurs dans les conditions de travail dans les locaux, justement pour évoquer, est-ce qu'ils ont un endroit pour s'isoler ? 2, la structure familiale, est-ce qu'ils y arrivent ? Est-ce qu'ils vivent bien le télétravail ? Voilà, qui est un dialogue vraiment formel, et un peu comme l'idée de l'entretien professionnel, mais autour effectivement des conditions de télétravail, avec un petit temps dessus. Je pense que c'est nécessaire. Ne pas le faire, je pense même que c'est un risque, de ne pas s'enquérir d'une certaine façon des conditions à la maison, pour formaliser finalement autour d'actions concerté tu reviendras au bureau le mercredi parce que tu as tes enfants et que c'est insupportable et que tu peux pas. Tu as besoin de flexibilité de telle heure à telle heure, sachant que le code du travail ne dit pas grand-chose autour de ces aspects un peu gris, aussi de la flexibilité que les salariés demandent. Je vais chercher mes enfants à 3h30 et puis après, je m'en occupe et je me reconnecte à 20h. Risque pour les RH, risque pour l'entreprise, mais en même temps, vœu de flexibilité des salariés. Donc moi, j'imagine qu'en tout cas, d'avoir une volonté réelle de travailler sur les conditions de travail en co-responsabilité, ça peut être une issue. Oui. Alors, je vous propose, on va revenir de toute façon, puisqu'on va évidemment aussi aborder la question des risques psychosociaux. On va juste continuer un petit peu sur cette notion sur la question de l'habitat et des conditions matérielles dans lesquelles on travaille. Alors, est-ce que nos habitations sont réellement adaptées au travail ? On a posé la question à Léonard Querelle, qui est ergonome et président du Sinov Ergonomie. On l'écoute.
Alors la première chose, c'est tout dépend de ce qu'on entend par logement. Si on entend le lieu, on peut se poser la question effectivement, c'est-à-dire que est-ce que le lieu a été conçu pour pouvoir accueillir du travail, et notamment du télétravail? Au sein de la Fédération Sinov, on préfère parler d'habitat. Habitat, pourquoi? Parce que ça porte la question des situations d'usage et donc du coup des situations de travail potentielles. Si on devait caractériser la capacité d'adaptation du logement à pouvoir accueillir le travail, forcément la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a été mis en place lors des processus de conception, lors du choix, lors des investissements, voire des réaménagements internes à l'habitat. Du coup, la question appelle des réponses spécifiques en fonction des cadres, en fonction des emplois, en fonction des caractéristiques du métier, certes, mais aussi de la famille. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on aborde la question des situations d'usage, forcément, si votre fille fait du piano et qu'elle ne supporte pas le casque alors que vous êtes en train de travailler à côté, ces deux situations sont incompatibles, à moins que le logement effectivement ait été conçu de manière à pouvoir avoir des volumes suffisamment conséquents. Or, on sait aujourd'hui que la tension sur l'immobilier tend à réduire considérablement les espaces personnels, individuels, et que donc du coup, la question technique, organisationnelle qui va venir pallier à ce déficit de mètres carrés ou à cette réduction plus précisément de mètres carrés est un élément extrêmement à prendre en compte dès la conception. Petit exemple, des professeurs des écoles, des professeurs en collège, lycée ont toujours eu l'habitude de corriger des copies à la maison. Donc forcément, dans leur choix d'investissement, dans leur choix de réhabilitation de logement, ils se sont forcément posé ces questions qu'aujourd'hui, beaucoup plus de monde se pose, puisque plus de 25% des cadres, depuis le Covid, participent au télétravail. Alors, fin 2021, si je reprends l'étude de Malakoff Humanis, et on nous explique que 61% des travailleurs des télétravailleurs disposent d'un aménagement spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est un aménagement spécifique? Une pièce dédiée pour un tiers d'entre eux, ça veut dire qu'il y en a quand même 2 tiers qui n'ont pas de pièce dédiée. Un fauteuil de bureau adapté pour 45% d'entre eux, donc ça veut dire que 55 a priori n'ont pas de siège ergonomique, et un casque audio. Alors ça c'est un peu mieux, le casque audio c'est 62%, 8 points de plus par rapport à 2020. Alors Maxime Baffer, vous avez justement développé une solution pour aider les entreprises à équiper leurs salariés. J'imagine, j'espère qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent aussi vers ce type de solution pour apporter aujourd'hui le siège ergonomique. C'était quand même un des sujets, on l'a vu dans les négociations d'accords, je pense, chez Renault, chez PSA, la question de la participation de l'entreprise à l'équipement du salarié. Enfin, dès qu'on parle de sous, ça devient de toute façon un sujet un peu plus critique. Mais comment aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui viennent vous voir? Quelle est leur problématique? Qu'est-ce qu'elles attendent aujourd'hui pour l'équipement de leurs salariés à domicile? Oui, alors nous, il y a de plus en plus d'entreprises effectivement qui sont dans cette logique-là. On a équipé à peu près 10 000 salariés déjà, avec des profils d'entreprises extrêmement différents, des start-up, des grands cabinets de conseil, des entreprises plus traditionnelles. On peut pas dire qu'il y ait vraiment une entreprise type. C'est évidemment lié aussi aux accords télétravail qui sont passés. Le point qui est intéressant, puis qui rejoint un peu la discussion précédente, c'est que on a vu plusieurs fois des entreprises qui avaient une idée très précise de ce qu'elles voulaient faire profiter à leurs collaborateurs, donc typiquement qui disaient on va vous donner une chaise, et le retour très souvent des collaborateurs c'était mais j'en ai déjà une donc je veux autre chose, ou si on disait c'est une chaise et un écran mais j'en ai déjà un autre, etc. Donc du coup c'est vrai que nous on est beaucoup dans une logique de catalogue avec des produits qui ont été sélectionnés spécialement pour le télétravail et pour un certain nombre d'entre eux qui ont été validés par la médecine du travail. Mais c'est vrai que lorsque l'entreprise dit il faut que tout le monde ait une chaise ergonomique et donc je mets à votre disposition la possibilité d'avoir une chaise ergonomique, il y a eu beaucoup de retours de bâton en mode non moi j'en veux pas, j'ai déjà une chaise et puis ces chaises-là sont moches, je les veux pas chez moi. Donc ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté de concilier la vie privée et puis le lieu de travail en fait. C'est-à-dire ça passe aussi par là, oui. Tout le monde a envie de travailler dans des bonnes conditions, mais tout le monde n'a pas envie d'avoir une chaise noire bureau traditionnelle en plein milieu de son salon en fait. Latifa Akou, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Ipsen sur ce sujet? Nous avons remis une enveloppe budgétaire à chaque salarié qui souhaitait s'équiper d'écrans, de bureaux, de sièges ergonomiques et qui passait ça en note de frais. Ah d'accord, en note de frais. Voilà. D'accord, exactement. donc c'est le salarié qui s'équipe et qui se fait rembourser. Voilà, on a en fait, il y a deux types puisque le sujet du télétravail
a été très vite mis en place. Donc les entreprises ont eu deux solutions. Soit, effectivement, comme vous venez de le dire, le catalogue qui a été élaboré avec les DRH, les directeurs de l'environnement de travail et la médecine du travail, et qui ont été remis aux collaborateurs qui peuvent choisir dans ce catalogue leur siège et puis tenir compte d'un certain nombre de choses, y compris le siège qui roule sur le parquet ou sur la moquette. Oui, on rentre même dans ce type de détails. Voilà, et le siège qui fait du bruit. Et puis, il y a la solution, comme celle que nous avons adoptée chez Ipsen, c'est une enveloppe budgétaire et chacun s'équipe en fonction de ses besoins et puis aussi de ses conditions d'habitation. Dans votre cas, c'est un catalogue. Le principe, c'est que vous mettez à disposition un catalogue conçu avec l'entreprise et le salarié choisit parmi un certain nombre de mobilier qui a été sélectionné. Oui, c'est ça, exactement. Alors nous, c'est aussi, on avait eu une remontée de nos clients sur le fait que gérer les notes de frais, c'était parfois un peu fastidieux. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé dans votre entreprise. Et du coup, l'idée, c'est d'éviter ça pour les entreprises, de donner la possibilité aux salariés d'acheter sur une plateforme qui est dédiée. Et ensuite, on fait une facture par mois à l'entreprise. Élodie Puissant, finalement, le principe du catalogue n'est pas inintéressant aussi d'un point de vue juridique, puisque la problématique du télétravail élargit la question de la preuve. Et une entreprise qui est capable de dire donner de l'argent, c'est une chose, mais être certain que cet argent est utilisé pour acheter le bon matériel validé par la médecine du travail, ou en tout cas qui obéit à un certain nombre d'éléments de cahier des charges ergonomiques, pour une entreprise, c'est aussi un élément qui participe à la prévention et aussi la capacité à prouver qu'elle a mis en place cette prévention-là. Oui, tout à fait. C'est évidemment un outil qui est très précieux, je pense, pour les entreprises d'utiliser en effet la notion des catalogues. Et je rebondirais sur le fait que de manière, elles ont tout intérêt à le faire de toute manière, parce que les accords plus timides qui n'ont pas voulu, ça a été le choix de certaines entreprises quand même, c'est pas une obligation, juridiquement parlant, de prendre en charge un siège ergonomique, etc. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est la prévention, la volonté de prévention, mais c'est pas obligatoire. Et donc certaines ont décidé de ne pas le faire, donc vous n'avez rien du tout, c'est-à-dire dans l'accord, il n'y a pas un mot sur une prise en charge, etc. Oui, sauf que ça, c'est potentiellement problématique parce que, d'une part, en termes de responsabilité, il y a un sujet, et d'autre part, les salariés un peu bien conseillés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rapprocher de la médecine du travail, qui va leur dire j'ai mal au dos, c'est invivable, etc. Et le médecin du travail va pouvoir préconiser, en l'occurrence, recommander très fortement à l'entreprise de, en l'occurrence, mettre en place les fameux sièges ergonomiques. Donc si vous voulez, si on ne les met pas en place, je pense, spontanément dans cette volonté de prévention et de sécurité, à terme, je crains de toute manière que les salariés, en l'occurrence, aillent vers l'acteur qui les protège le mieux, à savoir le médecin du travail, et que là, ce soit coercitif, puisque vous savez qu'une recommandation du médecin du travail, vous avez tout intérêt à la respecter. Nous, d'ailleurs, en fait, une des raisons pour lesquelles les entreprises s'adressent à nous, c'est... Dans plusieurs cas, on a eu des entreprises qui avaient donné un peu comme une subvention, sans contrôle, basiquement, et puis qui se sont retrouvés avec des salariés qui avaient acheté parfois toute autre chose, et qui après ont eu des attestations de la médecine du travail pour dire j'ai besoin de siège ergonomique. Donc, pour craindre de devoir payer deux fois, c'est aussi une motivation, en fait. On est d'accord que d'une manière générale, il est quand même préférable pour l'entreprise de financer un siège ergonomique plutôt que demain de financer une maladie professionnelle. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut être surpris du pourcentage, alors certes qui est en amélioration si je me fie aux chiffres de l'étude Malakoff Humanis, mais globalement, il y a une majorité d'entreprises qui ne vont pas jusqu'à proposer un siège ergonomique à leurs télétravailleurs. Une question peut-être encore, Maxime Affaire. Le top 3 des équipements commandés sur votre catalogue? Le top 3, c'est effectivement la chaise ergonomique, plus ou moins design, donc l'écran d'appoint, le deuxième écran, et puis ensuite tout ce qui est casque audio aussi pour les visioconférences. D'accord. Latifa Akou, le montant de l'enveloppe chez Ipsen, on peut savoir. Je ne sais plus si vous l'avez dit. Non, je ne l'ai pas dit, mais c'est 250 €. D'accord. Bon, 250 €, on a déjà un beau siège ergonomique. Oui, on peut commencer à avoir des choses. Très bien, absolument. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une étude de la DARES qui a été publiée en 2021, en mai 2021, qui a été complétée d'ailleurs par une deuxième publication là, en février 2022
spécifiquement sur le télétravail. Et cette étude expliquait en clair que les conditions de travail des salariés s'étaient dégradées pendant la crise. Et on a cette fois encore posé la question à Léonard Querelle pour savoir finalement pour qui ces conditions s'étaient le plus dégradées, pour les travailleurs ou pour les télétravailleurs. On écoute sa réponse. Alors voilà une question effectivement extrêmement importante pour le quotidien des télétravailleurs. En fait, si on regarde la dernière étude de la DARES sur cette question-là, 9% des salariés qui n'ont pas télétravaillé ont vu leurs conditions de travail se dégrader pendant la période Covid. Si on regarde maintenant les télétravailleurs, c'est 14%. Donc on voit bien que finalement il y a un décalage et que le télétravail vraisemblablement est défavorable au maintien des conditions de travail. Il y a plusieurs symptômes, la perte de sommeil, les questions d'interaction entre les individus qui se désagrègent, les douleurs ressenties et puis bien entendu toutes ces difficultés qu'on peut avoir dans la vie au sein de la famille puisque ces deux situations, ces deux activités sont relativement incompatibles. On va prendre un exemple tout bête, vous n'avez pas de connexion internet, le niveau d'engagement cognitif qu'il faut pour rester concentré, essayer de percevoir, si d'autant plus la situation est stratégique, si vous êtes amené à participer à une prise de décision importante, forcément tout cela vient rendre beaucoup plus difficile la réalisation d'un même travail qui se ferait dans des conditions d'un bureau tertiaire plus adapté, conçu pour cet effet. Alors, 14% des télétravailleurs ont connu une dégradation de l'ensemble de leurs conditions de travail contre 9% des non-télétravailleurs, si je reprends les chiffres de la DARES. Je citais cette étude qui a été complétée en mai 2022 par un travail plus approfondi du ministère du Travail sur les conditions de travail des télétravailleurs. Et on voit que ce sont ces actifs-là qui ont travailler plus d'heures, avec une plus grande amplitude horaire. C'est également du côté de ces actifs qu'on voit le plus de problèmes liés au sommeil, comme l'évoquait Léonard Querelle. Ceux qui travaillent dans des conditions matérielles inadaptées, ce que la DARES appelle les télétravailleurs vulnérables, ont vu des syndromes dépressifs sur des pourcentages beaucoup plus élevés. Et puis, enfin, si je reprends encore un chiffre récent, en 2021, 18% des arrêts de travail sont dus aux risques psychosociaux chez les télétravailleurs, contre 13% pour les autres. Bon, pardonnez-moi cette introduction un peu longue, mais c'était pour essayer de planter un peu le décor et revenir sur le début de notre émission. Finalement, est-ce que là, on n'est pas au cœur du paradoxe entre les souhaits, les satisfactions et puis la réalité du télétravail? Ouais, tout à fait. Et ce qu'on peut dire, nos études rejoignent effectivement aussi ceux de la DARES qui montrent que les actifs confinés ont été plus exposés aux problématiques ils ont mesuré plutôt la dépression, l'anxiété, donc les problématiques de santé mentale, que ceux qui sont restés dans les locaux. Donc ça, c'est important. Donc la question, effectivement, du télétravail peut représenter, ça c'est clair et net, un facteur de risque. Ça n'est pas pour tout le monde, mais ça peut. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des côtés positifs et des nouvelles opportunités liées au télétravail. Suppression des temps de transport, moins de fatigabilité, le bon côté de l'isolement, de pouvoir se concentrer sur des dossiers. Mais en revanche, quand on va dire, il n'y a pas un équilibre qui est posé, quand vous êtes trop isolé, ça pose un problème, quand vous ne revenez jamais dans les locaux. Quand vous avez trop d'autonomie, vous avez l'impression finalement, c'est quelque chose que vous aimez, mais que vous avez l'impression d'un laisser-faire et qu'on vous laisse un peu d'être totalement un peu perdu, ça pose effectivement un problème sur la santé mentale. Et puis la perte du collectif, c'est-à-dire qu'on est bien parce qu'on peut s'isoler, on n'est pas dérangé dans un open space et sollicité, mais en même temps on peut perdre du sens parce qu'on ne voit pas l'impact de ce qu'on fait. Donc il y a un équilibre à avoir et ça c'est dans le travail. Et c'est dans la proximité que ça peut se faire, c'est pas dans un accord, c'est pas le N+18, c'est le N+1 avec le collectif qui doit travailler là-dessus. Et travailler là-dessus, pas juste au niveau de il faut revenir dans les bureaux parce qu'il y en a qui sont dépressifs à cause du télétravail. Vous voyez, ça marche pas. Ça a été des arguments qui ont été donnés. C'est pas comme ça qu'on recrée un collectif. Il y en a qui disent moi je suis très bien, pas mon problème quoi. Donc il y a un enjeu effectivement de recréer la question du travail collectif. À quoi ça sert? On parlait de Latifa tout à l'heure du sens du travail. À quoi je sers? À quoi ça sert? Mon entreprise, qu'est-ce qu'elle m'apporte, etc. Et la signification dans un monde très incertain, et qui va continuer à le devenir a priori, de pouvoir promettre des choses après de bons et loyaux services, dire vous allez progresser dans 3, 4 ans, 5 ans. Les gens n'y croient plus. Maintenant, on est plus court-termiste. Donc l'expérience du travail va être extrêmement importante. C'est-à-dire à court terme. Vivre des expériences positives en tant que telles. Et donc, il y a le sens du travail, mais il y a le sens aussi au travail. C'est-à-dire quand je suis dans les locaux, qu'est-ce que je vais y faire? Si c'est pour faire la même chose que chez moi, c'est-à-dire avoir un casque toute la journée sur ma chaise ergonomique dans un open space,
je vois pas trop l'intérêt de mettre taper tous les transports pour finalement faire la même chose. Donc ça pose la question du sens même au travail et de l'investissement des locaux. Ce qu'on sait, et on a fait une cartographie un petit peu des activités qui étaient plutôt favorables, les gens préféraient faire dans les locaux et des choses qu'ils préféraient faire chez eux. Ce qui est clair, c'est que tout ce qui est lié à la concentration et au travail de fond, c'est dans les locaux. C'est chez soi. Donc ça, c'est hyper important. Avec les risques, on pourra en parler, de blurring, de surcharge, de problèmes de déconnexion. 40% de gens qui disent « j'ai du mal à déconnecter, même si je ferme le micro, je pense encore au travail ». Donc d'où les risques d'épuisement notamment. Et puis, tout ce qui est activité de collaboration, de reconnaissance, de feedback, d'expérience positive, de créativité, de réunion. On parlait de réunionnite, on est quand même beaucoup plus efficace quand on... Les Japonais ils disent, mais les Français aussi parlent un peu de ça, sentir l'air, lire l'air de la réunion, de la salle. Vous voyez, de connaître, d'avoir le non-verbal, de savoir comment ça se passe, voir si on a un impact, avoir des retours, et parler à 4 en même temps, ou à 3-4, alors qu'en visio, c'est impossible. On peut avoir la meilleure bande passante, on n'y arrive pas. Donc c'est aussi ça, et créer ce lien social et cette expérience commune qui fait que ça ancre un affect qu'on ne peut pas avoir à 100% à distance. Et d'ailleurs, les télétravailleurs, plus on télétravaille, moins ils déclarent un sentiment d'appartenance fort envers leur entreprise. Vous voyez, il y a une coupure qui se fait forcément. Et ça se fait en lieu et place, dans un espace-temps commun. Et donc ça, il faut repenser le travail et les interactions à ce niveau-là. Et les espaces de travail, bien sûr, doivent y contribuer. Latifa Akou, j'imagine que ça, c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations. Et c'est vrai que les entreprises l'ont reconnu très vite, la question de comment on recrée le collectif dans des situations de télétravail. Comment c'est abordé chez vous? J'imagine qu'il y a un élément aussi, une variable importante pour gérer ça, c'est le nombre de jours télétravaillables. C'est pas la même chose qu'on ait 2 jours ou 3 jours par semaine. Quelle était votre réflexion? Est-ce qu'elle vous conduit aussi à avoir une réflexion sur l'aménagement de vos bureaux, de votre siège social, enfin bref, des bureaux tertiaires, pour favoriser le collectif lorsque les gens sont de retour au sein de leur immeuble de bureau? Je dirais c'est tout le sujet de l'hybridation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc il y a le télétravail avec ses avantages. Et puis, il y a aussi le retour au bureau qui a aussi ses avantages. Donc, Christophe bien décrit, c'est-à-dire à la maison, on se concentre, on est sur un travail de concentration, on évite les transports et on est efficace sur la concentration. Et le bureau, si on vient 2 à 3 jours par semaine, c'est pour avoir de l'interactivité. C'est sentir qu'on fait, c'est le port d'attache. On se sent en lien avec ses collègues, avec son manager, et puis sentir qu'on fait partie de cette entreprise, qu'on existe. Et d'ailleurs, pour aller attirer et fidéliser des talents dont tu parlais tout à l'heure, Bastien, clairement, c'est le port d'attache qui fait aujourd'hui qu'un candidat vient dans une entreprise, qu'on recrute un collaborateur. Moi, j'ai eu chez Ipsen, pendant les périodes de confinement, des personnes qui étaient à qui on avait répondu « vous êtes sélectionné », et qui disaient « mais avant que je signe le contrat, je voudrais aller voir les bureaux, je voudrais voir quel est l'environnement de travail dans lequel je vais travailler ». Donc, alors que la personne vient de faire des mois de télétravail. Donc, l'ambiance, même s'il n'y avait pas forcément une ambiance, mais les conditions de travail qui sont offertes, les services qui sont offerts, maintenant, rentrent aussi et font partie du package, en plus de l'accord de télétravail. Aujourd'hui, une des premières questions, c'est quel est l'accord de télétravail? Quelles sont les conditions de travail? Même avant de parler de rémunération. Donc, clairement, oui, on doit repenser. On est en train de le repenser dans nos entreprises. Il y a une véritable réflexion, mais ce n'est pas une réflexion du télétravail, c'est la réflexion de l'organisation de l'entreprise qui est liée à la stratégie de l'entreprise. Donc on part de haut et on redescend, et l'organisation, télétravail, hybridation et autres, n'est qu'une conséquence de ce que souhaite faire l'entreprise. Alors ça, on va y revenir vraiment à la toute fin de notre émission. Élodie Puissant, la prévention des risques psychosociaux en télétravail. On a l'impression que là, il y a un dossier qui est en train de se préparer. Est-ce que déjà c'est une problématique qui est arrivée jusqu'à votre niveau? C'est-à-dire vous avez déjà eu à traiter des dossiers où cette problématique-là est traitée? C'est-à-dire à la fois, effectivement, des situations de détresse psychologique ou sociale, et la question de comment l'entreprise
prévient ce type de situation. Alors, il ne faut pas caricaturer, c'est évident que je disais entre une journée de télétravail par semaine et 4 jours de télétravail, voire 5 jours, les situations ne sont pas les mêmes. Alors justement aussi, adapter les moyens à la réalité du télétravail. Comment vous sentez arriver ce sujet-là demain sur un terrain, on va dire, plus contentieux? Alors, pour être tout à fait honnête, donc moi au niveau du cabinet, j'ai pas eu encore de ce sujet particulier sur la prévention. En revanche, nous on interagit beaucoup avec les comités socio-économiques qui donc sont les représentants du personnel et qui sont très préoccupés par l'application du télétravail. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté en effet de négocier des accords télétravail avec cette volonté de satisfaire aussi et de permettre aux collaborateurs d'y accéder. Donc ils se sont inscrits, si vous voulez, dans cette démarche et très rapidement, en fait, ils ont eu des remontées des salariés, puisque les salariés, quand ils vont pas bien, oui, ils alertent évidemment leur hiérarchie, mais ils vont aussi se tourner vers les représentants du personnel qui est collectivement qui permet de remonter les informations. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'il y a régulièrement des points inscrits à l'ordre du jour des réunions des comités socio-économiques sur les difficultés pratiques d'application des accords télétravail et sur notamment l'isolement, c'est ce qui revient quand même beaucoup, l'isolement et le fait de cette perte de sens et la perte de la communauté de travail, qui est quand même l'un des critères aujourd'hui qui définissent l'existence du contrat de travail. La communauté de travail, c'est un des indicateurs du faisceau d'indices pour caractériser le critère le contrat de travail. Donc moi, dans ma pratique, ce que j'observe, c'est plutôt au niveau des relais, au niveau des partenaires sociaux, donc au niveau des comités socio-économiques, en effet, un examen et une prise de conscience sur le fait de devoir faire évoluer les accords télétravail, c'est-à-dire qu'on les a signés à un instant T, et par le retour d'expérience, par les différentes études, etc., qui puissent exister, essayer de le faire évoluer. Sur le contentieux, en tant que tel, c'est pas exactement le volet qui nous intéresse, mais je pense que le contentieux, moi, que je vois immédiatement arriver, c'est plus sur la notion, justement, de la surveillance et l'identification d'un accident du travail. Parce que l'accident du travail est défini de telle manière dans le code que pour le télétravail, c'est pendant l'activité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pendant l'activité professionnelle? Est-ce que se tordre la cheville en descendant de son lit, ça, en allant à son ordinateur est un accident de travail? Et d'ailleurs, c'est une notion qui est malheureuse parce qu'elle avait été abandonnée, parce qu'elle existait déjà. Vous savez, pour tout ce qui est les missions, c'est-à-dire que quand vous êtes, notamment vous aviez des missions à l'étranger, la jurisprudence avait élaboré justement toute une notion de est-ce que oui ou non c'est survenu pendant l'activité professionnelle. Et la jurisprudence a abandonné cette notion-là en se disant en fait c'est trop poreux, on voit pas bien où ça va, et c'est dommage à mon sens que le législateur ait repris cette définition. Il aurait dû, si le télétravailleur est un travailleur comme un autre, pourquoi on n'a pas repris la définition? Un accident survenu au temps et au lieu de travail, avec, je sais, la petite particularité sur le lieu de travail qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pourquoi faire différent pour un télétravailleur? Et là, je pense que s'il y a une zone de contentieux qui va arriver, que je vois poindre, moi, c'est celui-là. Oui, sur le physique. Alors, oui, sur la partie des risques psychosociaux, moi ce que je vois comme traitement de situation, c'est pas effectivement mon employeur, c'est pas occupé de moi, de ma détresse quand j'étais en télétravail, parce que effectivement il y a eu le mode crise et les employeurs ont fait quand même le maximum, ont essayé justement au contraire ceux qui étaient pour ou contre le télétravail, finalement, se préoccuper de ça, faire revenir, faire des apéros, travailler sur le lien social, que sais-je. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une problématique de régulation de ça. C'est-à-dire, en télétravail, et ça tous les managers vous le diront, du fait de l'isolement, il y a un enjeu comme il n'y a plus cet informel, de la gestion de conflits, avec un état dégradé des gens qui s'invectivent très rapidement, qui se sollicitent beaucoup et qui peut paraître, si ce n'est perturbant, parfois harassant, voire harcelant pour certains, en tout cas inadapté. Ce qu'on peut appeler aussi les incivilités numériques, les façons de se parler par mail, etc., l'hostilité qu'on peut ressentir, et qui ça contribue effectivement à dégrader le collectif, de fait, mais aussi à créer plus de tensions dans les entreprises. Donc je ne crois pas que c'est le fait de télétravailler qui crée des risques psychosociaux, encore une fois, c'est les conditions, toujours pareil. Et donc ça ne va pas être, je pense, les contentieux autour je suis isolé, voilà, sauf quand il y a un télétravail imposé, que l'employeur empêche les gens de revenir dans les locaux, mais je crois que ce n'est pas la tendance majoritaire. Et derrière... Il n'a pas le droit. On peut rappeler qu'un employeur n'a pas le droit d'imposer le télétravail. Non. Voilà. Ah non. Voilà. Sauf en situation sauf contrainte sanitaire. Circonstances exceptionnelles. Voilà, circonstances exceptionnelles, s'il y a une inondation dans les locaux, que sais-je. Mais sinon, par rapport à ça, voilà, c'est plus largement. Je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Et surtout par rapport à ça, les employeurs qui pensent qu'en faisant, et je le vois beaucoup sur le terrain, des enquêtes d'engagement comme il y a pu avoir, de sondages de satisfaction, on voit que l'engagement a extrêmement augmenté, les gens
sont à fond après cette crise, etc., avec ce vécu commun. Par contre, l'état de santé est très dégradé. Donc le thermomètre induit aussi la mesure. Ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à regarder effectivement tous ces travaux qui sont faits au niveau national, mais aussi chez eux. Parce que c'est pas dit que c'est exactement pareil, que ça s'applique de façon uniforme. Et je crois que c'est une formidable occasion, c'est de repenser le travail en lui-même, parce que c'est une exigence. Il va y avoir du turnover, c'est écrit. Il va y avoir des enjeux de recrutement sur un marché qui se tend, et donc des exigences aussi de recartographier, remettre à plat ça, et repenser aussi la prévention. Qu'est-ce qui a marché avant ? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Il y a des nouveaux risques, donc il faut renouveler la prévention. Les gens attendent autre chose de la qualité de vie au travail. Ils attendent plus de passer toute leur vie dans les bureaux. Ils veulent passer du temps avec leurs proches. Donc ça aussi, ça amène par exemple à repenser le travail. Maxime Baffer, on disait la problématique aussi pour les entreprises de maintenir aussi la solidarité du collectif, puisque c'est aussi ce qu'on perd lorsqu'on est en télétravail. Est-ce que vous pensez que demain, ça peut amener aussi des entreprises comme les vôtres à proposer des solutions? Alors on disait finalement le casque audio, ça peut paraître anecdotique, mais lorsqu'on n'a pas du bon son, une mauvaise connexion, c'est pas évident de communiquer avec son entreprise, et aussi de maintenir, de faire passer les signaux faibles finalement. Lorsque vous discutez avec votre manager, si le manager n'arrive pas à percevoir les petites intonations de voix, est-ce que ça aussi vous pensez que demain, on va pouvoir construire dans le package télétravail, alors même si on ne va pas répondre à la solidarité avec des casques audio, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, on l'a dit, les conditions matérielles sont un prérequis. Si vous pensez que demain, ça c'est des choses que les entreprises vont demander à des entreprises comme les vôtres? Oui, alors moi je pense que ça, je rejoins plutôt ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hybridation, c'est-à-dire je pense qu'on l'a vu aussi pendant le confinement, les apéros virtuels, enfin toute la convivialité refaite en ligne, c'est quand même assez compliqué, ça marche quand même beaucoup moins bien, et le sujet c'est vraiment d'arriver à trouver l'équilibre entre la partie présentielle et la partie en ligne, quoi. Je pense que c'est plus ça que d'essayer de faire des choses un peu factices qui seraient 100% en ligne. Et donc ça passe à la fois par l'hybridation présentielle, distancielle, la question des lieux de travail. Je pense que ça passe aussi par la question de l'organisation. Il y a quand même une grande différence entre les entreprises qui, à l'occasion du télétravail, repensent justement le travail et la façon dont la relation managériale, la confiance, etc. Et puis celles qui ont juste essayé de plaquer ce qui existait auparavant dans les bureaux en ligne, et qui en général fonctionne beaucoup moins bien, et qui peut-être est à l'origine d'encore plus de risques psychologiques et de problèmes derrière, en fait. Est-ce que cette problématique, elle peut pas aussi paradoxalement finalement inciter les entreprises, on parlait du champ de la preuve tout à l'heure, des entreprises qui sont sur un régime de télétravail assez poussé, 2-3 jours, aller vers plus de formalisme, à enregistrer les entretiens, à demander à ce que les managers enregistrent leurs entretiens avec leurs salariés, parce que si demain vous avez un salarié qui décompense une fois une visio terminée, qu'il est tout seul chez lui, que justement le collectif n'est pas là pour créer un petit peu ce cordon de solidarité autour de lui, voilà, c'est typiquement le genre de risque qu'on peut imaginer. Mais est-ce que vous pensez que demain, certaines entreprises ne vont pas aller vers un formalisme qui va être peut-être contre-productif par rapport à ce qu'on pourrait attendre? Moi, je dirais qu'il n'y a rien de pire que de cocher des cases sur ces sujets-là. C'est-à-dire que si vous avez votre salarié qui sent que quelque part on lui renvoie le ballon et que l'employeur fait pour se dédouaner, voire qu'il effectivement dénature complètement la relation, je pense que les gens vont pas accepter. Et puis là, au contraire, vous allez avoir un contentieux. Donc moi, je dirais que c'est plutôt, je pense d'abord tout miser sur la prévention, parce que ça, c'est pas de la prévention, c'est de la défense juridique. C'est pas ça la prévention. C'est effectivement d'être proactif dans, j'ai envie de dire, la co-responsabilisation vis-à-vis de ça. Et je crois qu'on va aller de plus en plus dans ça si la personne est chez elle autonome, de quelque part d'abord faire le collectif, mais il y a aussi de l'individuel. Et c'est dans le code du travail, il y a une symétrie. Il y a aussi le salarié qui doit effectivement appliquer les mesures de sécurité. Effectivement, il y a une obligation qui pèse sur l'employeur aussi, mais c'est symétrique. On insiste beaucoup là-dessus, et on le voit même dans la signature des accords, le MEDEF qui a essayé de montrer qu'il fallait que ce soit individualisé, la prévention des risques. On sent qu'il y a ce schéma-là, et je pense qu'il est pas sain. Il faut du dialogue ouvert, je pense, autour de ça. Créer un climat, on parle beaucoup de confiance, il faut effectivement se l'appliquer, et effectivement après formaliser le deal, si vous voulez, comment finalement la prévention doit se mettre en œuvre. Alors filmer les entretiens au cas où, voilà, ça j'y crois pas, mais plutôt formaliser peut-être des comptes rendus, des engagements réciproques, des plans d'action, des mesures quand on détecte des situations. En revanche,
il va falloir effectivement, et les managers le disent, 80%, qu'il est plus difficile de détecter des signaux faibles ou des personnes qui sont en difficulté à distance, de fait. On ne les voit pas. Et ils ont des fortes inquiétudes. Et je pense que la question du bureau et la question aussi de recréer avec une organisation qui est adaptée des temps informels qui faisaient que le manager le matin qui disait bonjour ça va au café, il voyait tout de suite dans le ça va, c'est la personne allée ou pas. En télétravail, en mode hybride, on se voit jamais tous ensemble, c'est compliqué. Donc il faut recréer ça. Et pour recréer ça, il faut que l'organisation s'adapte, parce que si vous avez 30 personnes sous vous en direct, vous ne pourrez pas le faire. Alors, il y a un sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est le sujet du management et des managers. Depuis le début de la crise, on leur demande beaucoup aux managers, on leur demande de s'adapter, on leur demande de changer leur façon de manager, on leur demande de changer leur logiciel interne, bref, de se réinventer. Si je prends encore des chiffres récents, il y a un engouement des salariés quasi généralisé pour le télétravail, mais quand on regarde aujourd'hui l'engouement des managers pour le télétravail, eh bien, il est en baisse. C'était 54% d'entre eux qui étaient favorables à la fin 2019. En 2019, et fin 2021, ils ne sont plus que 48%. Et ils sont 43% estimés que le travail à distance a complexifié leur posture de manager, avec des équipes en télétravail, d'autres qui ne le sont pas, difficulté à maintenir la cohésion d'équipe, une surcharge de travail liée effectivement à l'administratif. On leur demande maintenant de définir qui est éligible et qui ne l'est pas, donc ils sont au cœur aussi probablement de conflits individuels. Alors, une question aujourd'hui un peu directe. Est-ce que, je ne vais pas dire l'entreprise, mais je vais dire les employeurs, ne sont pas en train de se décharger aujourd'hui de la problématique du lien social, de la problématique du collectif, au manager qui est un peu le super-héros de l'entreprise agile et fluide? Alors, je dirais que peut-être en première ligne, ça peut marcher un certain temps, mais pas indéfiniment en termes de prévention. On parle de prévention de sécurité, on a parlé en effet de l'obligation de sécurité donc de l'employeur et tout à fait du collaborateur, c'est l'article juste après. Mais il y a quand même une autre obligation, c'est l'obligation de formation. Et l'obligation de formation, elle n'est pas sur le manager, elle est sur l'employeur. Donc demander à un manager de... en l'occurrence, assurer le bien-être des salariés en télétravail et faire que tout ça fonctionne, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas en termes de responsabilité et ça ne marchera pas dans une logique justement de prévention aussi, de prévention et de protection de ces managers. L'obligation de sécurité, c'est vis-à-vis des télétravailleurs, mais c'est vis-à-vis des managers aussi et mettre les moyens suffisants pour lui permettre de satisfaire aux nouvelles directives qui sont données par l'employeur. Donc l'obligation de formation, ça passe, et on le trouve dans un certain nombre d'accords quand même, par des outils adaptés. Le dialogue évidemment avec la hiérarchie, la chaîne hiérarchique, mais aussi une vraie formation en bonne et due forme sur comment repenser le management des personnes avec qui le lien social est forcément distendu puisqu'ils ne sont plus en effet dans les locaux. Latifa Akou, sur Oui. ce sujet du management. Le manager est un salarié parmi d'autres, ne l'oublions pas. Donc ça c'est le premier point. Très juste, ce qui a été dit, c'est que les chiffres en témoignent, c'est qu'il y a des managers qui ont jeté l'éponge il y a quelques mois, parce qu'ils ont eu besoin aussi d'être aidés au sein de l'entreprise. Donc on parle de formation, comme vient de le dire Élodie. C'est important d'accompagner ces managers qui sont des véritables courroies de transmission, de communication, mais il faut formation, dialogue, les aider, les encourager. Donc il y a un vrai travail. Détecter les signaux faibles, mais c'est vraiment, le manager est véritablement la courroie de transmission. Et j'en ai fait l'expérience chez Ipsen, quand on a fait revenir, nous on a mis nos accords de télétravail le 1er juillet 2021, quand on a fait revenir les collaborateurs, on s'est dit juillet, personne ne va revenir, on a fait revenir 70% des collaborateurs. Et on avait organisé un événement et mes deux DRH, DRH France et DRH Global, m'ont dit mais c'est grâce à l'événement. J'ai dit non, c'est grâce au manager hein, parce que ça a suivi, c'est-à-dire l'événement ça a duré 3 jours, mais après c'est dans la continuité. Quand je regardais les chiffres, on était à plus de 70%. Donc ça prouvait bien que les managers avaient fait leur travail et cette courroie de transmission a bien fonctionné. Mais il faut protéger. Christophe Nguyen, un mot aussi sur ce sujet. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la France a toujours été un peu en retard, voire très en retard par rapport à d'autres pays anglo-saxons ou d'Europe du Nord quant au déploiement du télétravail, historiquement. Et ce qui était mis en avant, c'était une culture managériale française où, pour donner confiance, et les travaux d'OCDE, un grand psychologue, sur le besoin pour faire confiance, de connaître
la personne, donc les sacro-saints moments de déjeuner, de café le matin, etc., pour pouvoir faire confiance et connaître les personnes. Et ce besoin effectivement d'implicite, l'air dont je parlais tout à l'heure de la pièce. Sortir les ondes, les hommes de couloir, voilà, ce genre de choses. Et on voit que dans d'autres pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus avec un management direct, straight to the point, comme on dit, où effectivement ça marche mieux, où il n'y a pas besoin d'interprétation, c'est cash, comme on dit, et ça peut heurter certaines personnes. Mais en tout cas, il y a une dimension culturelle qui est importante et qui faisait qu'il y avait un frein, et notamment cette culture du présentéisme, du temps passé pour sa chaise, qui était un indicateur de fort investissement vis-à-vis de son employeur. Sauf qu'aujourd'hui, ça a toujours été, et encore plus aujourd'hui, maintenant, je pense, à remettre en question. Et la question du management, effectivement, a été complètement confrontée à cela, parce que dans leur pratique, c'était très différent. Donc les salariés disent quand même que 7 managers sur 10 ont bien évolué quand on télétravaille, que maintenant, on voit que ça marche, mais sur certaines conditions. En revanche, eux, ça pèse énormément sur la question de la transversalité, et de plus en plus, parce que l'idéologie managériale pendant les derniers temps, sans y mettre aucune connotation, a été de donner de plus en plus au management de proximité, RH, suivi, reporting, et puis maintenant bien-être. Ce qui peut paraître un poids supplémentaire, et avec la question du télétravail qui s'impose. Je pense que tant qu'on ne repense pas l'organisation dans son ensemble et le besoin de sécurité psychologique des managers, et de repenser leurs pratiques, et c'est pas en une formation, ça j'y crois pas, c'est plus dans le temps, dans un accompagnement long cours, qu'on arrivera effectivement à pouvoir développer ce qu'on appelle des pratiques saines de management, positives pour les salariés, mais aussi où quelque part ils retrouvent des repères, les managers qu'ils ont perdus avec cette crise. Tout l'informel, toute la tape dans le dos, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est la coordination qui peut être extrêmement compliquée, et donc il y a ce qu'on appelle un management empêché. Et juste l'exemple, c'est il y a des entreprises qu'on accompagne qui repensent, qui se disent avec le télétravail, on va créer des petites équipes. Le manager, il ne peut plus avoir 30 personnes en râteau, 15 internes, 15 prestats, c'est fini. Il ne pourra pas recréer ce lien. Donc il faut créer des équipes de 3-4 personnes. Et puis, on ne pourra pas avoir des managers qui vont juste être des facilitateurs, des animateurs qui ne connaissent pas le job, tout ça. C'est fini. Comment on peut évaluer la charge de travail de quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas à distance? Donc voilà, ça repense aussi, je pense, la sélection des managers. Alors, on va pas clôturer ce sujet, mais simplement pour revenir sur notamment la question de la formation que vous avez tous évoquée, même si elle ne se fera pas en un jour. Je vous donne les chiffres de l'ANACT. Vous verrez, c'est encourageant. Moins de 4 sur 10 concernés par le télétravail disent avoir été formés. Et seuls 9% des entreprises ont le projet de former leurs managers sur le management en télétravail. Voilà, donc on verra la suite dans les mois qui viennent, mais espérons qu'ils vous écoutent. Alors justement, on a parlé, Maxime Baffer l'a dit, effectivement, pendant la crise, on a vu qu'un certain nombre d'entreprises avaient, enfin même beaucoup d'entreprises finalement, compte tenu d'urgence, avaient opéré un transfert de l'activité sans réflexion du bureau vers le domicile. Et la question que je voudrais qu'on aborde ensemble avant de clôturer ce débat, c'est est-ce que l'urgence n'est pas finalement de mettre aujourd'hui vraiment la réalité du travail sur la table, c'est-à-dire comment penser l'organisation, non pas du télétravail, comme je disais, mais bien du travail avec du télétravail. On a là encore demandé son point de vue à Léonard Querelle. Je vous propose de l'écouter une dernière fois. Sur l'organisation, plus précisément, quelque chose qui est relativement intéressant, c'est que quand on se pose les questions du télétravail notamment, il faut prendre le fait que l'organisation a 2 dimensions. Une dimension formelle, une dimension informelle. Pour un ergonome, l'organisation, c'est à la fois une structure, une hiérarchie, des fiches de poste, des répartitions de rôles très claires, bien précis, avec des critères de pilotage. Mais c'est aussi des interactions humaines, pour illustrer le propos. Michel ou Bernard, peu importe, était acheteur pendant 10 ans, il passe au service qualité, et puis 2 mois après, finalement, comme on sait qu'il a été un certain nombre d'années acheteur, il a une vision des procédures, une maîtrise des procédures d'achat qui font que même s'il est au service qualité, on peut être tenté de l'appeler pour avoir un tuyau sur quelque chose qui bloque aux achats. Voilà ce qu'est l'organisation du coup dans ces dimensions-là. Et vous voyez bien que quand on est au télétravail, seul à la maison, certes on peut avoir des outils de connexion, mais cette dimension organisationnelle, cette dimension de performance collective, elle se délite. Plus rapidement, forcément, que le temps de travail, le temps de télétravail sera important. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est les jeunes. Les jeunes qui commencent avec beaucoup de télétravail, comment ils vont pouvoir arriver à constituer ces réseaux, cette expérience et participer à la dimension collective de la performance.
Alors, avant de passer aux questions repos, je vous propose vos réactions rapidement, un tour de table rapide sur ce sujet. Est-ce que l'urgence aujourd'hui, est-ce que pas l'enjeu pour les entreprises, et vous évoquez finalement le fait d'avoir des équipes plus petites, mais ce qui est déjà aussi une forme de réflexion sur l'organisation du travail. Est-ce que c'est pas l'enjeu aujourd'hui qui se pose aux entreprises, remettre la question du travail sur la table et l'évoquer avec les salariés? Oui, et l'expérience qu'on y fait, et je pense que c'est une formidable opportunité. Alors c'est une urgence, pas si on s'y prend tôt, j'ai envie de dire, mais c'est effectivement de le faire aussi avec ceux qui travaillent. Il y a, je pense, une révélation autour de ça, c'est que ceux qui ont imaginé le travail, c'est comme pour les espaces, vous imaginez que ça va se passer comme ça, mais c'est parce que les gens veulent, ou c'est pas adapté à leur travail de terrain réel. Et je pense que c'est autour du travail réel, et qu'il faut aborder le sujet, et pas juste en termes de volume, de nombre de journées de télétravail, d'heures de déconnexion, ou que sais-je. Il ne faut pas le voir au niveau que quantitatif, il faut le voir aussi au niveau qualitatif, c'est-à-dire comment les gens le vivent. Et je crois qu'il y a un formidable nouveau contrat qui peut se poser, celui-là, sur comment on peut être plus efficace ensemble durablement. Et donc, il faut le recréer, ça. Et je pense qu'après, le reste ira tout seul. Latifa Akou, forcément, je pense que vous pouvez être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien évidemment, et en même temps, il faut tenir compte d'autres éléments. Aujourd'hui, les entreprises réfléchissent aussi aux aspects économiques, à l'optimisation de leur surface. Donc, bien évidemment, il faut intégrer cette notion-là de repenser le travail, de repenser ces espaces de travail, de repenser de l'organisation globale et la stratégie. Mais bien évidemment, il ne faut pas oublier cet élément qui est primordial et essentiel pour la suite. Alors, c'est vrai que c'est une question que je voulais vous poser, mais alors je vais vraiment vous demander une réponse très rapide. Est-ce qu'avec le télétravail, l'objectif, il n'est certainement pas d'augmenter le poste de coût du travail? On va finir aussi par là. C'est-à-dire que Maxime Baffer, c'est peut-être aussi une des limites aujourd'hui, c'est que les entreprises n'ont pas envie de dédoubler le poste de travail, de dédoubler leur politique de prévention. Bref, il y a quand même un objectif d'économie aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu une sorte d'inversement. Avant, c'était les salariés qui étaient demandeurs de télétravail. Aujourd'hui, on voit plutôt les employeurs inciter à négocier des accords de télétravail. Il y a un objectif d'économie qu'on peut pas ignorer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi une gageure demain par rapport à cette problématique de l'équipement et de l'encadrement du télétravail? Oui, mais je crois que c'est un package qui est assez global, en fait, puisque c'est peut-être moins la peine d'avoir autant d'espace de postes de travail fixes, de bench, de chaises, si les gens ils sont moins nombreux. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est une sorte de contrat global où il y a à la fois l'équipement en télétravail, mais il y a aussi souvent le passage en flex office dans les espaces, éventuellement une réduction des surfaces. Moi, ce que je pense, c'est qu'au-delà du télétravail, ce sujet comme vous disiez, de repenser le travail ou d'organisation, ça va être une problématique absolument incontournable compte tenu des problèmes d'attractivité et des difficultés d'embauche, surtout sur certains métiers, sur certains emplois qui sont extrêmement porteurs. Et la capacité de choix des collaborateurs va être telle que si les entreprises ne se mettent pas à la page, non seulement sur le télétravail, mais aussi sur leur organisation en général, risque un vrai risque en termes d'attractivité, je pense. Bon, je pense qu'on aura l'occasion dans Workplace Magazine, mais aussi lors de débat, de revenir sur la question du flex office. C'est un des sujets de 2022, avec une question aussi d'ailleurs qui est comment on manage en flex office, voilà, puisque on a terminé un peu cette émission par ce sujet. Alors, je vous propose de passer aux questions-réponses. Il nous reste quelques minutes. Benjamin, sur quoi ce matin les internautes se sont interrogés? Oui, bonjour Bastien. Bonjour à tous. Il y avait une question qui était assez intéressante sur la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés qui veulent pas nécessairement de matériel adapté à domicile. Comment on gère ça? Jusqu'où va la responsabilité des employeurs dans ces cas spécifiques? Par rapport aux personnes handicapées, ça dépend de l'accompagnement. C'est-à-dire que de manière, les travailleurs handicapés, déjà, ils sont soutenus en général par l'AGEFIP, qui est un organisme particulier, donc qui émet des préconisations. Mais la responsabilité de l'employeur, à partir du moment où l'AGEFIP n'est pas intervenu auprès de l'employeur ou relayé même par le médecin du travail, il n'y a pas on ne pourra pas reprocher à un employeur de ne pas avoir particulièrement adapté parce que la personne est en situation de handicap. Je pense que là, pour le coup, c'est le travailleur lui-même qui est capable de dire si c'est adapté ou pas à la pathologie ou à son handicap, je pense. Bon. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Chez Ipsen, on a complètement adapté personnel handicapé et on a adapté par rapport aux différents confinements.
si on parle des confinements, mais aujourd'hui, bien évidemment, à la situation de la personne. Et c'est un travail aussi managérial. Et c'est assez individuel, j'ai envie de dire. Oui, Que c'est les situations au de cas handicap, par cas. pour le coup, c'est au cas par cas, cas. et avec les partenaires, avec le médecin du travail, avec la GFIP, etc. C'est pas, mais c'est pas abstrait. Enfin, l'employeur, il ne peut pas de facto dire il faut ça ou il faut ça pour une personne en situation de handicap. On pourrait même dire que ce serait discriminant de dire parce que vous avez telle pathologie, on va faire ça. Mais vous n'en savez rien du tout, en fait. Et dans les accords télétravail, globalement, on voit que le sujet est... Alors attention quand même, parce que pour le télétravail, il y a une particularité, c'est que les personnes en situation de handicap sont plus protégées, c'est-à-dire qu'au niveau du code du travail, l'employeur doit notamment justifier très expressément pourquoi il refuse le télétravail à une situation en personne de handicap. Donc il y a une disposition, on va dire, plus pro-télétravail pour les personnes en situation de handicap. Question technique, réponse technique. Alors... Il y avait une autre question aussi, peut-être un peu moins technique. Est-ce que les personnes qui sont les mieux préparées au télétravail ne sont finalement pas les personnes qui travaillaient déjà chez elles ou qui travaillent encore chez elles? On pense par exemple au métier de la mode, de consulting, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des métiers plus adaptés au télétravail? C'est ça que ça veut dire? Oui. Alors là, ça pose la question de... C'est vrai qu'on voit beaucoup d'accords finalement télétravail raisonner dans des logiques de métier. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'on incite plutôt les entreprises à raisonner en termes d'activité. Oui. Est-ce que justement, il ne faut pas aussi sortir de cette approche un peu métier? Il y a des métiers qui seraient télétravaillables et d'autres qui ne seraient pas télétravaillables. Oui, je crois pas, parce que en fait, ça dépend du travail. Moi, je vous donne un exemple, un DRH qui me dit, oui, je comprends pas, aujourd'hui, avec ces velléités de télétravail, il y a mes travailleurs sociaux, c'est des métiers d'accompagnement qui me demandent du télétravail alors qu'ils sont tout le temps sur le terrain. Est-ce que c'est pas un signe de désengagement? Et si on creuse un peu, c'est dans le dialogue et ils vous disent oui, nous dans notre activité on fait quand même des rapports aux juges qui sont hyper impliquantes et donc on veut le faire chez nous pour être concentré. Est-ce que ça serait pas intéressant que vous fassiez ça chez vous et quand vous êtes dans les locaux, vous êtes pleinement disponible au service d'eux et pas en train d'être dérangé quand vous faites entre deux portes votre rapport avec des risques d'erreur parce qu'on n'est pas concentré. Donc je pense que c'est pas métier. Effectivement, c'est les grosses tendances, mais après, il faut organiser ça autour du dialogue. Et c'est pas parce qu'on a un métier télétravaillable que forcément c'est adéquat, vous voyez. Voilà. Latifa Akou, qu'est-ce que vous constatez, vous? Oui. Est-ce que on commence à raisonner plus par activité, par tâche que par métier? Oui, par activité. Par exemple, un exemple qui n'existait pas avant, les assistantes ne télétravaillaient pas. Personne, aucune, parce que leur présence, elle devait être au bureau. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des assistantes télétravaillent. Et ça, c'est en accord avec leur propre manager. Donc, je dirais que c'est en fonction de l'activité, en fonction de la maturité de l'entreprise, et puis en fonction de ce que veut le manager, et puis parfois aussi l'employeur tout court. Hein. Donc, voilà, il y a plusieurs paramètres. Il n'y a pas de règle pour moi. Ce que j'ai vu beaucoup dans les accords, c'était la différence, on faisait une différenciation entre les populations dites nomades, sédentaires, et donc évidemment les sédentaires 100% télétravaillables, aucune difficulté, et les nomades, oui, mais donc c'est itinérant, donc on va faire du 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, donc on a quand même cette volonté, on fait plus par métier, mais il y a quand même toujours la catégorisation, on n'y échappe pas aujourd'hui, je trouve, dans les accords, en tout cas, sur l'éligibilité. Ouais. Je repense à un élément qui était sous-entendu aussi, en tout cas qui est connexe à la question qu'on évoquait juste précédemment sur les CAP. Est-ce que la question de l'égalité homme-femme est abordée aussi dans les accords télétravail ou c'est pas encore un réflexe? Non, alors vous les trouverez pas, mais ça rejoint l'actualité puisqu'il y a eu en effet l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui va rentrer en vigueur là, au 31 mars, qui invite justement, qui met en place une obligation de négocier au moment justement de l'égalité, la négociation sur l'égalité professionnelle et d'inclure dedans justement la question des conditions de travail et donc on inclut évidemment dedans le volet télétravail. Le volet télétravail. Benjamin? Oui, une autre question qui est plutôt relative à l'enveloppe budgétaire, n'est-ce pas, du télétravail. Alors l'inconvénient de l'enveloppe budgétaire, c'est une des questions, est que le salarié risque de ne pas acheter de bon mobilier ergonomique, où il va acheter avec un prix, il achètera un prix avec un prix sur un site de vente en ligne spécialisé sur le Made in China. Comment on contrôle un petit peu les achats Okay. Ça, c'est une question. Il n'y a aucune question préparée. Hein. Mais je pense que Maxime Baffer peut répondre parce que justement, il me semble que c'est tout le sens de votre solution. Nous, c'est bien pour ça qu'on a déployé cette solution. Hein. Nous, à la base, on fait du mobilier de bureau avec cette dimension éco-responsable, beaucoup de reconditionnés. Et avec la crise, on a déployé cette solution. Et effectivement, un des vrais sujets, c'est de s'assurer que
lorsqu'il y a une subvention de l'entreprise, elle est appliquée à un certain type de matériel. Voilà, nous, on est plutôt sur vraiment du matériel made in France, en essayant d'avoir des choses de qualité, testées souvent par la médecine du travail. Ça fait partie des solutions, ouais, clairement. D'accord. Latifa Akou, j'imagine aussi, c'est quand même une Ça a du sens, préoccupation. ça a totalement du sens, il faut accompagner. Surtout qu'on a une c'est un politique de accompagnement. RSE. Absolument, Ouais. politique RSE, environnementale, sociale, sociétale et santé. Ouais. Donc c'est important d'accompagner le salarié, soit à choisir Ouais. l'enveloppe, soit au travers d'un catalogue. J'imagine que le sourcing est un élément qui devient de plus en plus important pour vos clients. C'est-à-dire ils n'ont plus le temps d'aller sourcer du matériel et de s'assurer que tout le matériel correspond au cahier des charges, qu'il soit RSE, ergonomique, santé. Oui, et alors pour le coup, faut vraiment aussi avoir en tête que c'est quelque chose qui va être dans le domicile du collaborateur, et du coup, ça prend une importance probablement encore plus forte que simplement son siège de bureau ou les chaises qu'on va avoir dans les salles de réunion à la cafétéria. Et c'est vrai que les choses qui sont de mauvaise qualité, probablement moins chères, très vite après, si c'est cassé, si c'est difficile à monter, etc., ça va poser des problèmes et ça risque de créer ensuite des tensions à l'intérieur de l'entreprise. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que nous, on est plutôt sur un catalogue vraiment de choses de qualité et made in France. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut-être une ou deux questions pour finir? Une correction par rapport à la question que j'ai posée sur RQTH. On me précise aussi que c'était la question concernait aussi les RQTH qui refusaient l'équipement à domicile. C'est une vraie question peut-être à se poser. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bah, si le salarié refuse, que va faire l'employeur? Il va juste ménager la preuve du refus par écrit du collaborateur. Et derrière, pour le coup, on ne pourra pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures vis-à-vis de ce collaborateur. Je crois que la réponse, elle est assez simple, quoi. Oui, et puis l'employeur peut relancer à plusieurs reprises en disant vous avez un catalogue ou vous avez une enveloppe, nous vous invitons à utiliser, donc de faire 2-3 relances, et puis après ça appartient au salarié de choisir l'équipement ou pas qui lui est proposé et offert par l'employeur. Eh bien, écoutez, il est maintenant l'heure de conclure ce débat. Merci à vous quatre, encore une fois, d'avoir participé à cette émission. Merci également à nos partenaires. Je vous donne rendez-vous dès le 14 juin pour le prochain Lab de Workplace Magazine qui sera consacré à l'environnement de travail Figital. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente journée.